La Terre a 3 couches principales. La première est un noyau en 2 parties, qui sont le noyau interne dense et chaud et le noyau externe fondu. Vient ensuite le manteau. Et enfin, la troisième couche est la fine croûte, la surface qui supporte la vie telle que nous la connaissons. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent, car les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle couche mystérieuse située au plus profond du noyau interne solide. Le noyau interne de la Terre fait environ 2/3 de la taille de la Lune et est composé de nickel et de fer solide. Il est brûlant. La température au centre de notre planète est la même qu'à la surface du Soleil. Le noyau externe peut atteindre une température de près de 5500 degrés Celsius. Il est difficile de l'explorer car nous ne pouvons pas nous y rendre, et c'est un peu comme regarder à travers une fenêtre vraiment sale de 5000 km de métal et de roches en fusion. Mais nous pouvons compter sur des expériences de laboratoire effectuées sur des roches pressurisées chauffées, sur les signaux des ondes sismiques et sur des modèles informatiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il envoie des ondes de choc sismique. Ces ondes traversent les couches à une vitesse différente selon la direction qu'elles prennent et le matériau qu'elles traversent. Dans la nouvelle étude, une équipe de scientifiques a collecté un ensemble de données provenant de 100 000 séismes profonds. Certains d'entre eux se sont produits à plus de 100 km sous la surface. Lorsqu'un tremblement de terre se produit d'un côté de notre planète, les scientifiques suivent ces ondes tout le long jusqu'à l'autre côté. Les ondes changent lorsqu'elles arrivent de l'autre bord et les scientifiques essaient d'identifier les matériaux que ces ondes ont traversés. Ils ont découvert une nouvelle couche dans le noyau de notre planète grâce au tremblement de terre. Normalement, les ondes de choc se déplacent le long de l'équateur, mais à l'intérieur de la Terre, elles s'écartent et vont dans des directions différentes, environ 60 degrés sur le côté. Lorsque les ondes traversent le noyau interne en allant du nord au sud, elles voyagent plus rapidement que les ondes qui traversent le noyau parallèlement à l'équateur. Il est important de comprendre le noyau, car il crée notre champ magnétique qui, à son tour, protège la planète d'éléments comme les vents solaires, qui sont des particules chargées provenant du Soleil. Dans les années 60, nous avons découvert que la Terre pulsait toutes les 26 secondes. C'est comme un mécanisme d'horlogerie, un battement de cœur géant. Le sol tremble légèrement, mais nous ne le sentons généralement pas. Les chercheurs peuvent toutefois enregistrer ce tremblement. Certains d'entre eux pensent que le plateau continental se présente comme un énorme déferlement de vagues sous les océans. Par exemple, la partie la plus haute du continent nord-américain tombe dans une profonde plaine abyssale. Une théorie stipule que les vagues frappent cet endroit en produisant des impulsions régulières. C'est comme si tu avais toutes sortes de tambours, que tu les frappais avec tes mains et que tu frappais accidentellement l'endroit précis qui produit le bang harmonique pour faire trembler notre planète entière. Si cette théorie est vraie, nous avons de la chance qu'il n'y ait pas d'autre point comme celui-ci qui puisse faire trembler la Terre. D'autres scientifiques pensent que la pulsation se produit parce qu'il y a un volcan près du point critique, l'île de Sao Tomé, dans la baie de Bonny. Tu marches, tu cours, tu sautes, mais quand tu t'arrêtes, tu as toujours l'impression d'être immobile. En réalité, tu es en mouvement même lorsque tu es parfaitement immobile, car notre planète est toujours en mouvement. Selon l'endroit où tu te trouves, tu peux tourner dans l'univers à plus de 1600 km/h. C'est au niveau de l'équateur que tu atteindras la plus grande vitesse. Fais tourner un ballon de basket sur ton doigt et regarde l'équateur du ballon. Un point aléatoire sur celui-ci a plus de distance à parcourir en une seule rotation que n'importe quel point plus près de ton doigt. Cela signifie que le point sur l'équateur se déplace plus rapidement. La Terre est une planète qui se recycle en permanence. Le sol sur lequel nous marchons est recyclé. Le cycle des roches de notre planète transforme les roches d'un type en un autre. C'est un cycle qui se produit sans cesse. Les profondeurs de notre planète sont remplies de magma. Lorsque le magma sort à la surface, il durcit pour devenir de la roche. Les processus tectoniques, comme l'activité volcanique, les tremblements de terre, la formation de montagnes et tous les autres processus qui façonnent la surface de notre planète, apportent cette roche à la surface de la Terre. Lorsque la roche est à la surface, l'érosion la façonne et rase ses morceaux. Ces petites particules sont ensuite déposées. Toute la pression venant d'en haut compacte les particules pour former des roches sédimentaires, comme le grès par exemple. Les roches sédimentaires peuvent aussi se retrouver de plus en plus profondément sous la surface de la Terre. Comme il y a beaucoup de chaleur et de pression, elles sont cuites et deviennent des roches métamorphiques. Elles peuvent remonter à la surface une fois de plus, ou même finir par être de nouveau érodées. Parfois, les plaques de la croûte terrestre se poussent les unes sous les autres.
Et ainsi, les roches peuvent se retrouver en magma une fois de plus. Nous n'avons exploré que 5% de l'océan jusqu'à présent. L'océan lui-même, ainsi que la vie sous le plancher océanique, sont encore un mystère. Les sédiments qui se trouvent sous nos océans abritent différents micro-organismes qui existent même à des profondeurs de 2,5 km sous le plancher océanique. Il y a là des microbes cachés dans les profondeurs des roches volcaniques au large des régions du Pacifique sous 265 mètres de sédiments. La biosphère sous le plancher océanique se développe extrêmement lentement par rapport à la vie à la surface. La division cellulaire ne s'y produit que tous les 10 à 1000 ans. Quelque chose est différent concernant l'axe de la Terre. Les changements climatiques et la fonte des glaciers, principalement dans des régions comme l'Himalaya et l'Alaska, ont fait bouger cet axe. Notre planète a deux sortes de pôles. Les premiers sont les pôles magnétiques sud et nord. Ils affectent des éléments comme la dérive et la navigation. L'axe autour duquel la Terre tourne est un autre type de pôle. Il s'est un peu déplacé au fil du temps, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Les chercheurs ont réalisé que des masses d'eau en mouvement poussent l'axe de la Terre vers l'est. Prends l'exemple d'une bassine d'eau. Si tu la fais bouger d'avant en arrière, les remous font que l'eau déplace son poids tout autour. Un processus similaire se produit à l'échelle planétaire. Quelle que soit l'ampleur d'un tremblement de terre, aucun humain ne pourra jamais sentir un tremblement de terre de l'autre côté de la Terre, bien que certaines personnes prétendent le contraire. En 2013, il y en a eu un près des îles Kuriles d'une magnitude de 8,5. Il a atteint une profondeur d'environ 650 km. Il était si fort que des personnes en Australie ont déclaré qu'elles avaient pu sentir le sol trembler. Le plus fort tremblement de terre s'est produit au Chili en 1960 avec une magnitude de 9,5. La zone de rupture s'est étendue de 500 km à près de 1000 km le long de la côte du pays. Les tremblements de terre d'une magnitude de 10 ou plus ne peuvent pas se produire. La magnitude dépend de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est important. Une faille est une cassure dans une partie de la croûte terrestre. Il y a des roches des deux côtés et elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Nous n'avons pas trouvé de faille suffisamment longue pour générer des séismes d'une magnitude de 10 ou plus. Si cela se produisait, la faille s'étendrait autour de la majeure partie de notre planète. Un tremblement de terre d'une magnitude de 12 nécessiterait une faille plus grande que notre planète. Un côté de notre planète devient plus froid que l'autre. La Terre possède un système qui la maintient au chaud de l'intérieur, un liquide rouge et chaud situé profondément sous la surface. Il tourne et en même temps génère un champ magnétique et une gravité. De cette façon, le noyau de la Terre maintient l'atmosphère au plus près de la surface de la planète. La Terre absorbe aussi la chaleur du Soleil, principalement à la surface. La chaleur ne se répand pas de manière uniforme sur toutes les parties de la Terre. Un côté de la planète, l'hémisphère pacifique, perd de la chaleur plus rapidement que l'autre, l'hémisphère africain. Cela se produit parce que les terres retiennent plus de chaleur que la surface sous l'océan. Le plancher océanique est beaucoup plus fin que la masse terrestre. De plus, la température causée par la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre diminue à cause des énormes quantités d'eau froide au-dessus. Les nuages ne sont pas seulement des morceaux de coton lointains et duveteux. Ils pèsent plus de 500 tonnes et aident à réguler la température de notre planète. Si tu prenais toutes les gouttelettes d'eau des nuages et que tu les déversais à la surface de la Terre, tu pourrais recouvrir la planète d'une couche liquide aussi fine qu'un cheveu humain. Cela ne semble pas beaucoup, mais cette eau est d'une importance cruciale pour le climat. Nous aurions des températures plus chaudes si les nuages n'existaient pas. En 2018, s'est produite la plus grande éruption sous-marine active jamais survenue, du moins de celle que nous ayons pu officiellement enregistrer. Les scientifiques ont suivi les tremblements de terre qui ont frappé une zone dans l'océan Indien occidental au large de Madagascar. Entre 2018 et 2021, plus de 11 000 tremblements de terre ont frappé la petite île de Mayotte entre Madagascar et le Mozambique. Le plus fort d'entre eux avait une magnitude de 5,9. Jusque-là, cette région avait été plutôt paisible. Il n'y avait eu que 2 tremblements de terre enregistrés en 50 ans. En plus des tremblements de terre réguliers, il y avait aussi des grondements sismiques inhabituels comme des tremblements de terre à des fréquences assez basses qui se formaient profondément sous terre.
Les gens ne pouvaient pas sentir ces grondements à la surface, mais les chercheurs du monde entier les ont découverts et ont réalisé qu'ils étaient liés à une activité volcanique dont personne n'avait remarqué l'arrivée. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Cette éruption sous-marine a créé un volcan géant de la taille d'un gratte-ciel. Ce nouveau volcan sous-marin s'est avéré mesurer environ 1,5 fois la hauteur du One World Trade Center à New York et presque 10 fois plus que la Statue de la Liberté. La zone où il est apparu avait été explorée en 2014, mais elle était presque plate, paisible et vide à l'époque. Désormais, on y trouve un véritable volcan à près de 2600 mètres sous le niveau de la mer. Le volcan tire son magma d'un réservoir très profond, situé à près de 55 km sous terre. C'est le réservoir de magma volcanique le plus profond que nous connaissions. La Terre a des couches et celle du milieu est assez épaisse. Elle ressemble beaucoup à la garniture de caramel aux cacahuètes que l'on trouve dans de nombreuses barres chocolatées. Des recherches montrent qu'il y a probablement des morceaux de croûte océanique au plus profond du manteau liquide de la Terre. Ils sont coincés là, créant de gros grumeaux dans ce qui était censé être une couche lisse. Notre planète possède une couche extérieure rigide. Elle comprend un manteau supérieur chaud et une croûte fissurée. Le manteau bouge en permanence, ce qui fait bouger la croûte à la surface également. Ainsi, la croûte océanique plonge dans les profondeurs et fait remonter d'énormes panaches de magma vers la surface de la planète. Les scientifiques ont même trouvé un ancien morceau de l'océan Pacifique à des centaines de kilomètres sous la Chine. Ce sont les anciens restes des fonds marins du Pacifique d'il y a longtemps, et ils ont été tirés vers le bas sous la surface de la Terre dans la zone de transition du manteau. Cette dalle rocheuse qui se trouvait au fond de l'océan est composée de la croûte et de quelques parties solides du manteau supérieur. La plupart de l'activité volcanique sur notre planète se produit là où nous ne la voyons pas, sous la surface de l'océan. Environ 70% de toute l'activité volcanique se produit dans les océans et principalement dans la zone du Pacifique Sud, avec plus de 1100 volcans concentrés dans cette zone. Les falaises côtières, les chaînes de montagnes, les sols et les sédiments qui bordent les vallées ne sont qu'une petite partie des roches de notre planète. Les océans cachent bien plus de choses dans les profondeurs de la surface de la Terre. Entre la surface de la Terre et son noyau se trouve le manteau. C'est une couche épaisse et chaude de roches qui bouge et coule constamment. Quelques centaines de kilomètres plus bas se trouve une zone où les diamants sont créés. Lorsqu'ils se forment, ils passent par des températures et des pressions élevées, puis ils finissent par geler. Ainsi, lorsqu'ils arrivent à la surface, les scientifiques peuvent explorer leur structure, découvrir comment ils se sont formés et mieux comprendre ce qui se passe dans les profondeurs de notre planète. Grâce aux diamants, ils ont notamment découvert que le manteau était très humide et qu'il contenait peut-être beaucoup plus d'eau que tous les océans de la Terre. Notre planète est en train de manger ses propres océans. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, plongent et passent les unes sous les autres, elles entraînent d'énormes quantités d'eau à l'intérieur de la Terre. L'eau qui se trouve sous la surface de notre planète peut aider à développer le magma et à lubrifier les failles, ce qui rend en fait les tremblements de terre plus probables. L'eau est en fait stockée dans les minéraux. Elle est incorporée à la croûte de la planète lorsque de nouvelles plaques océaniques se forment. Elles subissent un processus de flexion et de fissuration en passant sous d'autres plaques, et d'énormes quantités d'eau s'enfoncent alors dans la croûte et le manteau. Les scientifiques ont fait des recherches sur une zone qui se trouve à 29 km sous la surface. Ils ont réalisé que de telles zones tiraient 3 milliards de téragrammes, ce qui représente 3 milliards de tonnes. Tout océan est comme un nouveau monde. On y trouve des paysages incroyables sous la surface, de magnifiques chutes d'eau, des lacs, des rivières. Il y a d'épaisses couches de sel sous le plancher océanique et les rivières et les lacs se forment parce que l'eau de mer traverse ces couches et les dissout, créant quelque chose qui ressemble à des piscines. Le sel dissous rend l'eau environnante plus dense. Cette eau se dépose alors à cet endroit, ce qui finit par former des rivières ou des lacs sous-marins. Mais il y a aussi des chaînes de montagnes, des tranchées et des canyons. Dans la mer de Bering, on trouve un canyon de plus de 2600 mètres de profondeur. Cela fait paraître le Grand Canyon beaucoup plus petit qu'il ne l'est, puisque le canyon sous-marin est près de 800 mètres plus profond. Les parties profondes de l'océan sont très froides. La température de l'eau peut être d'environ 4 degrés Celsius. Mais au fond, l'eau peut devenir bouillante. Des cheminées hydrothermales se trouvent au fond de la mer. Ce sont des sources chaudes situées sur les bords des plaques tectoniques.
L'eau qu'elle libère peut atteindre une température de 400 degrés Celsius. Mais la pression à de telles profondeurs est très intense, si intense qu'aucun être humain ne peut la supporter. Pourtant, c'est la pression qui empêche l'eau de bouillir. La profondeur des océans est en moyenne de 3,7 km. Les ondes lumineuses peuvent encore pénétrer à 1000 mètres, même si c'est en très petite quantité. De sorte que tous les mystères cachés en dessous de ce point demeurent dans l'obscurité totale. La partie réellement éclairée de l'océan va jusqu'à 180 mètres. Même si le Soleil nous donne de la lumière, la plupart de notre planète est sombre en permanence. C'est à cause des océans qui couvrent plus de 70% de notre planète. Le son le plus fort provenant d'un océan, et l'un des sons les plus forts jamais enregistrés, provenait d'un tremblement de glace. Il était si fort que les chercheurs l'ont enregistré à l'aide de capteurs situés à plus de 4800 km de distance. L'activité sismique a fait s'effondrer le sol gelé. La calotte glaciaire de l'Antarctique est plus vaste que la partie continentale des États-Unis et du Mexique réunis. Un gros iceberg de l'Antarctique contient plus de 75 milliards de litres d'eau, ce qui pourrait constituer un approvisionnement en eau de 5 ans pour 1 million de personnes. Les humains peuvent généralement boire de la glace de mer, bien que nous ne puissions pas boire d'eau de mer. Au fur et à mesure que le temps passe et que la glace vieillit, la saumure piégée entre les cristaux de glace s'écoule. De cette façon, la glace devient suffisamment douce pour que l'on puisse la boire. Si toutes les calottes glaciaires et tous les glaciers que nous avons sur la Terre fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de 80 mètres, ce qui est à peine moins que la hauteur de la Statue de la Liberté, ou l'équivalent d'un immeuble de 26 étages. Les palourdes vivent assez longtemps pour nous en apprendre sur le passé des océans. Ces mollusques peuvent vivre plus de 500 ans. Pour connaître l'âge d'un arbre, tu peux utiliser les cernes de son tronc. Et pour connaître l'âge d'un mollusque, tu peux examiner les cernes à l'intérieur de sa coquille. C'est aussi de cette façon que les scientifiques obtiennent des informations sur l'océan, le climat et d'autres éléments. Les mollusques peuvent aider à avoir un aperçu de ce qui s'est passé il y a environ 1000 ans. Aujourd'hui, la Terre n'a pas 4, mais 5 océans. Le nouveau, baptisé Océan Austral, a été officiellement reconnu il y a seulement quelques mois. Il borde des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Si bien que les scientifiques n'ont pas pu se mettre d'accord pour savoir s'il s'agit vraiment d'un nouvel océan ou s'il fait simplement partie des régions plus froides de ces trois-là. Nous ne divisons pas seulement les océans sur des cartes. Chacun d'entre eux présente des conditions différentes pour des espèces marines uniques. Par exemple, l'océan austral abrite des phoques léopards, des orques, des petits rorquals, des manchots empereurs et d'autres animaux qui vivent dans des mers froides et glacées. On y trouve aussi du krill, de petites créatures qui ressemblent à des crevettes et qui servent de nourriture à de nombreux animaux plus gros qui y vivent. La vie sur notre planète a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années. La question de savoir comment et quand exactement elle est apparue reste un mystère. Mais certaines théories affirment que la vie pourrait avoir émergé pour la première fois dans les profondeurs de l'océan. Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert des tubes et des filaments microscopiques dans des roches formées il y a environ 4 milliards d'années. Ces roches sont des fragments d'une ancienne croûte océanique. De plus, ces minuscules tubes et filaments sont similaires aux microbes que l'on peut encore trouver sur les cheminées hydrothermales dans les parties profondes de l'océan. L'idée est que ces cellules vivantes ont trouvé les conditions pour rester en vie dans de minuscules pores rocheux à l'intérieur des cheminées de ces évents et ont commencé l'incroyable aventure que fut l'évolution de la vie sur notre planète. Je voudrais t'emmener dans un endroit qui semble être hors du commun. La vie à l'intérieur de cette grotte a été isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Tu peux d'ailleurs t'en rendre compte par toi-même. En raison d'un isolement aussi long, les conditions à l'intérieur de la grotte de Moville sont inégalées sur notre planète. On y trouve un écosystème exceptionnel, même si la lumière du soleil manque cruellement à l'intérieur de la grotte et que l'air y est toxique. La grotte, située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire en Roumanie, a été découverte pour la première fois en 1986. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. De plus, les cavernes centrales sont gardées naturellement par d'étroits tunnels de calcaire et des puits verticaux. Si tu es claustrophobe, tu ferais mieux de ne pas entrer dans cet endroit. Dans les profondeurs de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. En revanche, il renferme beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Ce n'est donc pas l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la caverne. Mais malgré, ou plutôt grâce à, ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes.
il est surprenant de constater que la vie semble y être en plein essor. Lors d'une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces, dont 33 étaient propres à la grotte. La plupart des créatures qui peuplent la grotte sont minuscules, avec de longs membres et des antennes qui les aident à se diriger dans l'obscurité. Ces créatures sont incapables de voir et n'ont pas de pigments, et c'est logique. Pourquoi avoir besoin de voir si l'on vit dans l'obscurité totale? Et pourquoi avoir besoin d'être beau et coloré si personne ne peut vous voir? Je vais maintenant te faire découvrir une autre grotte, qui n'est pas moins étonnante, mais dont l'aspect est très différent. Il s'agit de la grotte des cristaux géants, ou grotte des cristaux, au Mexique. Ces cristaux gigantesques ont été découverts en 2000 par une société minière après que l'eau a été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont vu les cristaux après avoir pénétré à pied dans la grotte asséchée. Ces cristaux impressionnants sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Ils sont ancrés dans les murs et dans le sol de la grotte brûlante. Les scientifiques estiment que les cristaux pourraient avoir poussé pendant un demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges que l'on peut marcher dessus. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à la base, a été poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de l'eau a fini par descendre en dessous de 58 degrés Celsius. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules devenaient petit à petit du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte. Et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. Il n'est pas nécessaire de s'envoler dans l'espace pour observer un trou noir de plus près. Des scientifiques ont trouvé quelque chose de très similaire au trou noir dans l'océan Atlantique Sud. L'attraction gravitationnelle d'un trou noir est tellement énorme qu'une fois que quelque chose est attiré à l'intérieur, il n'a aucune chance de s'en échapper. Même la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Les trous noirs océaniques semblent presque aussi puissants que leurs homologues de l'espace. Mais au lieu d'attraper la lumière, ils font de même avec l'eau. Les tourbillons océaniques sont des tourbillons massifs qui tournent à contre-courant. Ils brassent généralement des milliards de tonnes d'eau, et la plupart d'entre eux sont plus grands qu'une ville. Ces tourbillons sont si puissants que rien de ce qui est piégé par eux ne peut s'échapper. Mais le plus effrayant, c'est que tu risques de ne même pas remarquer que tu te diriges vers l'un d'entre eux. Ces choses sont si énormes que tu n'en verras les limites que lorsqu'il sera trop tard. Lorsque les scientifiques ont commencé à explorer les tourbillons océaniques à l'aide de satellites, ils ont découvert les limites de plusieurs tourbillons. Ils ont ensuite réussi à prouver que, mathématiquement, ces tourbillons sont identiques aux mystérieux trous noirs de l'espace. Les tourbillons massifs sont entourés de barrières très étanches, où les fluides se déplacent en boucles fermées. Même l'eau ne peut sortir de l'intérieur de ces boucles. C'est pourquoi les tourbillons océaniques serrés jouent sur le rôle d'énormes conteneurs. L'eau qui s'y trouve peut être totalement différente de l'océan qui entoure un tourbillon. Et je ne parle pas seulement de sa température. La teneur en sel à l'intérieur et à l'extérieur d'un tourbillon est souvent différente. Sur la fine langue de terre de Courlande qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande, se trouve l'un des endroits les plus étranges de la planète. Les habitants de la région l'appellent la forêt dansante, car les pins de cette forêt ont des formes étonnamment inhabituelles. Ils se tordent en spirale et en cercle le long du sol. Il existe bien sûr des théories pour expliquer ce phénomène. Certains prétendent que d'énormes quantités d'énergie positive et négative se sont jadis affrontées à cet endroit. D'autres, plus terre à terre, pensent que la raison est géologique. Le sol sablonneux de la région est trop instable pour permettre aux arbres de pousser à la verticale. L'idée la plus répandue est que les vents forts soufflant de l'eau influencent la forme des arbres. Quoi qu'il en soit, les experts n'ont pas encore tiré de conclusion définitive. Regarde ces agroglyphes sous-marins. Ils ont été repérés pour la première fois en 1995, près de la côte sud du Japon. Les plongeurs locaux ont appelé ces structures de 2 mètres de large des cercles mystérieux. L'énigme est restée dans les esprits pendant près de 16 ans, jusqu'à ce que le coupable soit enfin démasqué. Imagine la surprise des chercheurs lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agissait d'un poisson globe mâle. Le poisson a besoin d'un peu plus d'1 semaine pour construire un cercle, et l'esthétique est évidemment cruciale.
Un mâle nage à l'intérieur du cercle, creusant des vallées dans le sable avec ses nageoires. Mais ce n'est pas tout. Les poissons utilisent également des coquillages et des coraux pour décorer certaines parties de leur cercle. Toute cette activité de construction d'un cercle a également une utilité pratique. La façon dont le poisson mâle nage pousse le sable vers le centre du cercle et crée un monticule qui servira plus tard de nid. Le prochain mystère de notre liste se trouve dans les Caraïbes. Au large des côtes du Belize, il y a un gouffre géant. C'est le Grand Trou Bleu. Il mesure environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Il y a très longtemps, ce trou était une grotte. Mais la montée des eaux l'a rempli et il s'est effondré sur lui-même. Plus on descend dans les eaux cristallines du Grand Trou Bleu, plus il devient sombre. On y trouve des tonnes de grottes remplies de stalactites. Mais il est extrêmement dangereux d'y pénétrer, à moins de vouloir se perdre irrémédiablement. Une fois que tu auras atteint une profondeur de 15 mètres, tu remarqueras que l'eau est scintillante. C'est la ligne invisible qui sépare le sommet salé du gouffre de l'abîme d'eau douce. Il serait peut-être bon de faire demi-tour dès maintenant, car qui sait ce que tu pourrais trouver dans ces profondeurs obscures. Une vieille légende amazonienne parlait d'une rivière si chaude qu'elle bouillait. On pensait qu'il s'agissait d'une simple légende jusqu'à ce que le géoscientifique péruvien Andrés Russo se demande si cette rivière pouvait être réelle. Tous les experts ont réfuté cette possibilité. En effet, les rivières bouillantes chaudes existent bel et bien, mais uniquement dans les régions où se trouvent des volcans. Or, il n'y a pas de volcan dans la partie du pays mentionnée dans la légende. Mais Andrés Russo était trop déterminé pour abandonner. En 2011, il a enfin localisé la rivière des légendes. L'eau qu'elle